Bonsoir, donc de retour pour notre fameuse table ronde qui n'est toujours malheureusement pas très ronde, mais on va, comme je disais tout à l'heure, on va essayer d'arrondir les angles je vais commencer par le tour de table, ça me paraît important. Et Dorine, je te laisse te présenter. Eh ben, Dorine Paola, moi je suis architecte du système d'information à Bordeaux Métropole. Yes, donc je suis Christophe Canikas et je suis Engineering Director à PayFit, en partie en charge de la plateforme low-code interne. Voilà. Et donc nous avons Simon à distance. Simon, si tu nous entends, je te laisse te présenter. Je vous entends. Bonjour Laurent, bonjour les autres. Donc moi je suis Simon Bachelet, je travaille chez Leroy Merlin et j'ai un périmètre en charge de la transformation digitale des magasins, du réseau des magasins de Leroy Merlin. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais commencer par une première question, parce que effectivement, no code, low code, ça fait très buzzword, et c'est un buzzword, on en entend parler un petit peu partout. Est-ce que vous avez pour commencer à illustrer ça, est-ce que vous avez un exemple marquant d'initiative autour du no code, low code chez vous, pour commencer déjà dans le concret, avant de rentrer sur d'autres questions, comment le low-code est arrivé chez vous. Mais déjà, qu'est-ce que vous avez fait avec Dorine? Ouais, mais nous on a un exemple très concret en fait, parce que depuis 3 ans maintenant, on a fait l'acquisition d'une solution low-code qui s'appelle Blueway et qui est vraiment toutes les briques d'urbanisation de notre système d'information, hein. Ça couvre le périmètre ESB, BPM, MDM, API Management. Donc il n'y a pas de développement, ou très peu. En fait, il y a des petites capacités de pouvoir vraiment surcharger certaines classes s'il y a besoin en Java. Mais principalement, tout se fait à partir d'un designer qui est en HTML. Et tout se fait par souris, par clic, par un petit peu d'algorithmie. Mais c'est vraiment du low-code. Pas du no-code, mais du low-code. La distinction entre les deux, hein, no-code, il n'y a pas du tout de code, pas de ligne de développement. Et low-code, il faut quelques petites notions. Moi, je pense d'algorithmie, peut-être quelques JavaScript à faire de temps en temps, peut-être de CSS, mais voilà, la chose qu'on fait, nous, avec, c'est principalement des portails à destination de nos agents, des usagers de la métropole, des processus, donc toute la dématérialisation, et toute la partie ESB, API Management, c'est-à-dire mettre en place des échanges de flux interapplicatifs ou des échanges de flux vis-à-vis de l'extérieur et de nos partenaires. Ok, merci. Christophe, de ton côté, alors, c'est quoi? Alors, No-code, low-code? alors, c'est plutôt low-code, et c'est un peu particulier parce que pour le coup, à PayFit, PayFit a fait le choix de développer sa propre plateforme interne. Donc PayFit, on fait des solutions SaaS de paye et de RH, majoritairement de paye initialement, et le cœur de la paye est développé sur une plateforme low-code maison, développée à maison. Donc c'est une stratégie très tôt qui a été développée pour s'affranchir, on va dire, de la complexité d'implémenter la logique de la paye, les calculs de paye notamment. C'est un domaine assez complexe, assez riche. Et du coup, on a notre propre plateforme et on a des gens en interne qui développent dessus pour servir tout le domaine de la paye, principalement pour les administrateurs de paye chez nos clients. Ok, merci. Et Simon, de ton côté, enfin je dirais de notre côté, puisque nous sommes dans la même entreprise. Exactement. Eh bien de notre côté, nous c'est effectivement également plutôt du low-code. Euh, Et c'est d'où mon périmètre, hein, à destination plutôt des opérationnels directement en magasin. Donc en fait, on a un réseau et on a des opérationnels qui historiquement sont très très entrepreneurs. Donc même si c'est pas leur métier, ils ont envie de faire, ils ont envie de trouver des solutions. Et donc en fait, l'idée c'est enfin, cette démarche, c'est plutôt de les outiller et de les accompagner sur tout un tas de use cases qui sont très très près de ce qu'ils vivent au quotidien. Donc ça peut être la digitalisation de tours de sécurité, ça peut être accompagner des nouveaux métiers ou des nouvelles initiatives qui veulent lancer directement en magasin. Et donc voilà, c'est pour accompagner ces nouveaux métiers qui émergent ou voir digitaliser des petits bouts de process qui ne le sont pas encore. Ok. Alors, une deuxième question, justement, quand on entend parler de no-code, de low-code, on se dit, mais qui détient la stratégie? C'est la DSI, c'est les métiers, donc les utilisateurs, ou enfin, comment c'est entre guillemets gouverné chez vous? Et puis derrière, quelles compétences
on a besoin pour faire ces implémentations? Enfin, donc, la première question, c'est la gouvernance. Est-ce que c'est organique, ça naît et puis on accompagne ou on a décidé de dire, tiens, on fait du no-low code et puis c'est encore l'informatique qui drive ça ou pas? Donc, comment ça s'est organisé chez vous? Comment ça s'est mis en place? En quelques mots, bien sûr. Vas-y. Bah, Je Christophe, commence. ouais, Bah, alors, Oui. c'est un peu particulier. Nous, c'est un choix vraiment stratégique. C'est-à-dire qu'initialement, à l'origine de PayFit, le choix a été fait de développer cette plateforme low-code dès le départ. Et c'est une partie du produit. Donc, c'est pas une solution qu'on a été chercher, c'est une partie du produit qui a été développée comme ça, même si au début, je pense que c'était pas foncièrement pensé comme étant dès le début une plateforme low-code. C'était plus une plateforme pour développer les règles de calcul de l'API qui s'est enrichie vers une plateforme low-code. Donc, pour répondre à ta question de la stratégie, aujourd'hui, c'est plus une stratégie, on va dire, de produit. C'est-à-dire, quand on développe une partie du produit, de l'expérience de paye pour nos administrateurs, on se pose la question de où est-ce qu'on met le curseur entre le développement plutôt traditionnel ou du développement en low-code. Et ça, c'est vraiment la direction produit qui va faire ce choix-là pour plein de raisons différentes qui peuvent être liées à des contraintes techniques, euh, expérience utilisateur également, design aussi, puisqu'on ne peut pas tout faire ou aller aussi loin, on va dire, dans la plateforme low-code, il y a certaines limites. Euh, et puis évidemment aussi les domaines qui sont déjà implémentés dans cette partie low-code. C'est-à-dire que si on est déjà dans un domaine existant, on va plutôt réutiliser cette partie-là, par exemple. Voilà, point de vue d'accord. stratégique. Après, d'un point de vue technique, on a deux niveaux en fait de produits. On a les gens qui vont développer cette plateforme et les gens qui vont développer dessus cette plateforme. Les développeurs qu'on appelle les product builders dessus, qui sont eux utilisateurs de cette plateforme. D'accord, ok, c'est clair. Et de ton côté, Dorine? De notre côté, le choix stratégique, il a été vraiment porté sur les briques d'urbanisation à mettre en place, c'est-à-dire le SB, le BPM, le MDM, etc. Et pas forcément sur le fait que ça soit un outil low-code ou no-code qu'on choisisse. C'était vraiment la stratégie, c'était de dire, on met en place ces briques-là parce qu'on en a besoin. Le SI de Bordeaux Métropole, aujourd'hui, c'est 1600 applications. Donc, c'est pas négligeable, qu'il faut faire parler entre elles. On a 450 métiers à couvrir, à peu près. Donc, c'est pas négligeable non plus. Et ça a été plutôt une opportunité, en fait, le low-code. Pas un choix stratégique. Alors après, on y voit d'autres opportunités. Peut-être pouvoir éventuellement mettre dans la main des métiers une certaine partie de la solution pour pouvoir faire du design un peu simplifié de processus. Même si on sait que, voilà, moi, j'ai un petit peu quelques réticences. Enfin, j'imagine pas mettre complètement une plateforme low-code directement dans la main des métiers. Même si certains sont capables de faire des choses. Et la deuxième partie de la question, c'était sur les compétences. Ouais, sur les compétences derrière. On est en train, nous, de monter une équipe interne pour pouvoir développer sur cette plateforme-là. On a un petit peu quelques difficultés de recrutement, mais l'idée, c'est vraiment d'investir là-dessus pour pouvoir développer nous-mêmes les solutions à mettre à disposition de nos métiers. Donc la gouvernance, elle est quand même plutôt très fortement DSI, avec une gestion de produits, une gestion de backlog, etc. etc. D'accord. Et nous, Simon, donc effectivement, alors, on fait partie, on va dire, de l'IT, hein, mais toi, tu accompagnes t'es en proximité des métiers. Donc, sur cette stratégie, sur les compétences requises au sein de ton équipe, comment ça, si tu peux nous raconter un petit peu l'historique, comment on en est arrivé là, quoi. Ouais, bien sûr. C'est un peu comme qu'expliquait Dorine, c'est plus par opportunité et par un constat de départ qui était, moi quand je suis arrivé il y a pas si longtemps que ça, hein, c'était il y a un peu moins de 2 ans, il y avait un audit sur le Shadow IT et en fait on s'était rendu compte que, l'entreprise s'était rendu compte que il y avait cette volonté de faire des choses directement au sein même des magasins, ce tempérament entrepreneur. Ça avait finalement des effets un peu pervers et ça générait des risques pour l'entreprise, IT donc. Et donc l'idée, ça a été plutôt de dire comment on casse pas cette dynamique et finalement on essaye de surfer dessus. Et donc de se dire, on va tester l'opportunité du low-code et plutôt comme une façon de démocratiser, d'acculturer et donc de poser une gouvernance qui va un peu centraliser les choses, mais pas pour fonctionner comme un bottleneck, mais plus comme pour
ouais, acculturer des personnes sur on ne vous empêche pas de concevoir, mais par contre, on va vous accompagner pour le faire. On peut potentiellement vous mettre un outil à disposition, mais on va un peu vous former pour pour pouvoir l'utiliser. Vous n'allez pas pouvoir déployer vous-même. On va le regarder avec vous ensemble avant de le faire. Donc, quelque part, voilà, c'est une façon aussi de poser des bonnes pratiques et de poser une gouvernance sans, en tout cas, ce qu'on l'espère, c'est sans être enfermant. Et puis comme je le disais, il y a tout un tas, une multitude de digitalisation de processus ou d'optimisation qu'on ne peut pas traiter au siège. Et donc plutôt de se dire, c'est une façon aussi pour nous de détecter des potentiels sujets qui, s'ils sont prototypés ou faits directement par les opérationnels, peut-être une façon de pouvoir mieux détecter et mieux accélérer. Justement, ça enchaîne un peu avec la question d'après. Simon, par rapport au type d'accompagnement que propose ton équipe, tu expliquais, on ne peut pas déployer tout seul, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Comment vous intervenez, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que ton équipe propose pour accompagner les personnes qui ont des idées de développer des choses sur la plateforme qui a été retenue chez nous. En fait, l'idée, ça a été on va dire, mobiliser véritablement sur ces sujets-là. C'est une équipe qui est très courte, hein, parce que c'est seulement 3 personnes, mais qui ne sont pas forcément mobilisées à temps plein. Et après, donc plutôt un profil qui va être sachant et qui va maîtriser tout l'environnement et la plateforme, qui va quelque part gérer un peu le portefeuille applicatif, les droits d'accès, et accompagner effectivement sur la formation, sur la prise en main, et un profil plutôt on va dire, designer fonctionnel qui, lui, va justement acculturer sur la réception de besoins, plutôt une vision utilisateur. Et après, l'idée, ça a été aussi de mobiliser toutes les compétences au sein de l'IT qui sont nécessaires à la conception d'un produit normal. Et donc d'envisager si ils sont amenés à intervenir ou non, donc des spécialistes de la data, sur la mise à disposition ou non de certaines données, parfois certaines personnes de la cybersécurité. Bref, donc pour répondre à ta question, mobiliser véritablement, concentrer sur ce sujet-là une équipe assez courte. Et après, l'idée, ça a été de dire comment chaque expert peut à un moment être consulté ou contributeur de certains sujets qui peuvent arriver. Ok. Christophe, de ton côté, comme c'est un peu au cœur du développement, je pense qu'au niveau structuration, accompagnement, ça... Ouais, faut voir ça comme 2 équipes qui travaillent sur un même produit. Donc une équipe qui est plutôt plateforme, donc qui va faire avancer les features d'une plateforme sur lesquelles d'autres équipes vont pouvoir venir les utiliser. Mhm. Donc on a les équipes qui construisent du coup et qui opèrent cette plateforme low code, qui vont soit l'étendre ou l'enrichir, des nouveaux composants par exemple visuels ou des trucs graphiques comme ça, ou des fonctionnalités spécifiques à l'API qui peuvent être ajoutées, et les product builders qui du coup dessus vont développer l'expérience en s'appuyant sur ces briques-là fonctionnelles qui ont été développées en dessous, briques fonctionnelles ou techniques. Donc on sait vraiment plutôt voir ça comme des équipes qui vont se synchroniser sur une roadmap globale qui est le produit PayFit, qui est la somme de ces 2 types de développement qu'on peut avoir. D'accord. Et justement, parce que là, on parle de plateforme no-code, low-code. Ouais. Là, vous avez décidé de faire votre propre plateforme pour les personnes qui vont développer, utiliser cette plateforme pour fournir le produit final, quoi. Ouais, alors est-ce que vous êtes reparti de choses existantes ou vous avez dit, vous avez regardé le marché et vous avez dit, non, il n'y a rien, donc on va le faire. Qu'est-ce qui a amené, qu'est-ce qui a amené à le faire par vous-même?
Alors, le point de départ, c'était de coder les règles de calcul de la paye. C'est-à-dire que comment coder la paye sans coder en dur les règles de paye. Mhm. Et la paye, c'est un domaine qui est très complexe, surtout en France. Donc, on a le code du travail, on a les conventions collectives et on a des règles qui peuvent être spécifiques à certaines entreprises. Donc, tout ça, ça fait déjà des trucs un peu complexes. Et on a plus de 300 conventions collectives différentes. Mhm. Donc, ça fait déjà un panel assez complexe. Donc, l'idée, c'était plutôt de s'abstraire de cette complexité-là en disant, on va créer une plateforme qui va être capable de coder les règles de paye dessus. Mhm. Et on va laisser entre la main d'utilisateurs qui sont, enfin de développeurs qui vont être plus proches du domaine fonctionnel, le soin de développer ça. Avec coder les règles et puis coder les interfaces qui vont avec pour pouvoir rentrer les différentes informations qui vont avec. Quand on a des entreprises qui s'onboardent sur la plateforme, par exemple, on va demander des infos, et en fonction du nombre de salariés, de la convention collective, des choses comme ça, on va pas demander les mêmes infos. Ça fait partie des règles de paye, tout ça, en fait. Donc le but, c'était vraiment de s'affranchir de ça pour pas que le produit en lui-même soit surcomplexifié par le domaine de la paye en lui-même. D'accord. Donc on s'abstrait de ça et on crée une plateforme qui va pouvoir implémenter ces règles-là. Et après, petit à petit, effectivement, on s'est rendu compte que ça se rapprochait du domaine des plateformes low-code Mhm. et que si on voulait aller au bout du sujet, il fallait un peu plus industrialiser ça et on a commencé à enrichir ça pour devenir une vraie plateforme low-code. Ok. Et Dorine, donc vous avez choisi un produit derrière. Donc, ce que tu disais, c'est que, enfin, j'ai entendu dire on aimerait bien potentiellement que les utilisateurs, le métier utilise, mais on n'aimerait pas forcément les mettre tout seuls dessus. Donc, derrière, par rapport déjà aux utilisateurs de cette plateforme, quel type d'accompagnement vous leur fournissez? Parce que ce que vous dites, voilà, il y a la plateforme, tu te débrouilles. Comment vous avez industrialisé l'usage de cette plateforme? Alors aujourd'hui, nous, la plateforme, elle est à destination de nos premiers utilisateurs et ceux pour lesquels on a un accompagnement du changement à faire, c'est nos chefs de projet en interne des GNSI. Pourquoi nos chefs de projet? Parce qu'on était sur une culture très progicielle. Un besoin métier, on achète un progiciel sur étagère et on le met en œuvre dans le système d'information. Donc en fait, la mise en œuvre de cette plateforme, elle casse tous ces codes-là. Et elle fait que les chefs de projet, au lieu d'acheter un logiciel sur étagère, on va leur faire concevoir le SI. On va leur dire, tu prends un bout d'écran ici, tu prends des données qui sont là, une autre interface avec une autre application, et tu arrives à recréer ce que tu aurais peut-être acheté sur étagère. D'accord. Donc cet accompagnement-là, il est assez important. Et ce qu'on livre en plus, nous, de manière globale, d'un point de vue plateforme, c'est la pré-intégration, on va dire, de la plateforme dans notre système d'information. Donc tout ce qui va être authentification, c'est fait pour tout le monde, de base. Ce qui va être sauvegarde, ce qui va être toute l'infrastructure, etc. Ce qui va être sécurité aussi. Tout ce qui est conformité, RGPD, RGS, tous les RG étoiles qu'on peut avoir comme réglementaire à devoir assurer. Donc ça, ils savent que potentiellement, la plateforme, elle est déjà conforme sur un certain nombre de choses. Ok. Donc, j'avais effectivement une thématique et l'architecture dans tout ça. Donc, de ton côté, de toute façon, c'est déjà architecturé, puisque globalement, c'est l'objectif de la plateforme, c'est d'urbaniser un peu le système pour pouvoir aller récupérer des informations, créer des nouvelles applications grâce à cette plateforme. Donc, l'architecture est déjà embarquée dès le départ dans la réflexion et la mise en place de la plateforme. Ouais, en fait, on a eu la chance et l'opportunité de faire l'étude de cette solution. On était sur des briques un peu plus spécifiques, sur le BPM d'un côté et le SB de l'autre, et ça s'est regroupé dans une même plateforme, mais c'est le hasard, en fait. Et donc, en fait, du coup, on a porté le projet en tant qu'architecte. On a pris une casquette de chef de projet, pour porter le projet de mettre en œuvre cette plateforme-là dans notre SI. Et comme l'arrivée de l'équipe qui doit s'occuper entièrement de la plateforme n'arrive pas non plus, je suis aussi architecte, je suis aussi chef de projet, donc c'est un peu facilitant parce que j'ai tous les rôles, ce qui est un peu compliqué aussi pour mettre en œuvre les projets. Mais du coup, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de casser ça. Donc se dire que quand un projet arrive, il faut qu'il soit vu par l'architecte pour dire oui, c'est bien avec cette plateforme-là qu'on le fait, ou non, c'est peut-être avec une autre, parce qu'on a aussi d'autres plateformes qui peuvent être apparentées à du low-code, telles que du Office 365, où on peut faire des formulaires en ligne très facilement par les utilisateurs métiers. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir avoir ce premier passage architecte pour aiguiller, et puis ensuite faire l'enregistrement dans le backlog,
au niveau Epic, puis au niveau Story, et puis que derrière, nous, on vienne valider que cette story-là, peut-être qu'elle doit être faite 3 fois, peut-être faut peut-être la faire en une seule fois de façon générique, celle-là, elle apporte plus de valeur au SI, celle-là a une valeur métier, enfin voilà, trouver les bons outils de mesure pour pouvoir arbitrer et prioriser le backlog. Ok. Et Simon, alors je vais pas, moi je suis assez récent chez Leroy Merlin, donc on s'est croisés, et donc l'architecture, comment vous intégrez. Alors moi on a discuté, et de ce que j'ai effectivement compris, c'est que on n'est pas là, on est là principalement pour répondre à des irritants, poser des choses, tester des choses. Donc on est assez en amont. Comme tu l'as dit tout à l'heure, si on a besoin d'architectes ou de gens de la data, vous faites appel pour voir où est-ce qu'on peut aller chercher les informations pour pouvoir construire ces applications. Donc tu as certainement eu des interactions, parce que tu parlais de Shadow IT, hein, ça c'est quelque chose qu'on gère au niveau de l'architecture. Donc je vais te laisser, puisque tu as plus d'antériorité que moi, si tu as des choses particulières à ajouter dans l'escarcelle architecture, est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu voudrais ajouter? Bah, en fait, alors, j'espère que je vais répondre à ta question, mais juste pour compléter un peu le tableau, effectivement, c'est ce que tu disais. Nous, ce qui drive, c'est avant tout la valeur métier et la valeur de nos opérationnels qui sont tous les jours en magasin et qui, soit, comme je le disais précédemment, ont une nouvelle idée et qui veulent et qui souhaitent tout de suite tester cette valeur. Et donc là, l'idée, c'est que ce soit le plus simple et rapide. Et donc pour ça, parce que je ne l'ai pas forcément mentionné précédemment, en fait, on gère 2 plateformes. Une plateforme plutôt à destination et des usages applicatifs, et l'autre qui est une plateforme d'automatisation, et donc pour générer des scénarios d'automatisation. Et donc ça, pour le coup, on a une équipe qui est spécialisée là-dessus, et on a travaillé avec eux pour qu'ils puissent étendre ce qu'ils étaient en train de faire et utiliser une autre plateforme qui est donc une plateforme plutôt low-code, qui est pour générer des scénarios limite en point and click. Et donc, en termes d'architecture, l'idée, ça a été de s'appuyer au maximum, comme je le disais, c'est que ce soit le plus neutre possible, parce qu'on est vraiment sur du transitoire, en fait. Contrairement à ce qui était expliqué avant, là, on ne construit pas un produit ou des produits, ou on n'enrichit pas un produit existant. On vient juste essayer d'apporter de la valeur ou de soulager un irritant qui va se traduire par, au bout du temps de gagner, ou une tâche hyper rébarbative en magasin qui correspond à de la triple saisie ou que sais-je. Et donc tout ça derrière, on s'est appuyé sur soit des outils qu'on utilisait déjà et qui proposaient des extensions ou des modules low-code, soit je parlais sur la partie applicative, sans faire de publicité, nous on utilise Google Workspace, et donc on a testé et on utilise l'environnement low-code de Google pour que ce soit le plus intégré entre guillemets possible à ce qu'on avait déjà et à notre architecture. Ok. Christophe, Alors, l'architecture, l'architecture. prends ta casquette d'Archilocus. Alors, Alors il y a plusieurs niveaux de questions architecture du coup sur PFIT qui se posent. Il y a l'architecture en elle-même de la plateforme, le code à proprement parler, puisqu'on a aussi la plateforme à créer. Donc là, c'est un vrai sujet, un vrai enjeu. Il y a l'intégration de cette plateforme avec le reste de la solution, puisque toute la solution PFIT n'est pas sur la plateforme code. Donc on a des domaines qui sont développés traditionnellement avec une stack classique. Je pense aux saisies des temps d'activité et les absences notamment, et pourtant sont intégrés avec la paye. Donc il y a ces enjeux d'intégration également à avoir. Donc là, on a des équipes d'archi qui sont des deux côtés et qui communiquent entre elles pour décider cette intégration. Et après, il y a le choix plus, on va dire, d'architecture plus entreprise, de se dire, plutôt produit, de se dire, qu'est-ce qu'on met, à quel endroit, est-ce qu'on met plus dans du low-code ou pas, et ça va dépendre de plusieurs choses. Déjà, est-ce que c'est une expérience qui va être dédiée pour les employés ou plutôt pour les admins de paye, et surtout, est-ce que c'est
Est-ce que ça va être la bonne solution avec les bons, les bons outils pour y arriver, en termes d'expérience utilisateur, notamment en termes de performance, et en termes de domaines qui sont déjà présents. C'est-à-dire que si on vient étendre des choses existantes, on va réutiliser la plateforme sur laquelle c'était développé. Ok. Et je vais répondre à une question qu'on nous a posée dans Ah la oui, chatroom oui. en même temps. C'est est-ce que cette plateforme pourrait un jour aller jusque dans les mains des RH et sous quelles conditions? Alors concrètement, non, pas aujourd'hui. C'est pas le but. Alors déjà, c'est pas le but. Et on en est loin. C'est-à-dire c'est pas suffisamment abstrait. Le but, c'est pas d'arriver avec une plateforme avec des briques. Pardon. Pour mettre ça entre les mains des RH. Non. C'est vraiment utilisé en interne pour qu'on développe nous-mêmes notre solution, notre produit. Ok, ah bah, tu anticipes les questions. Alors, on arrive presque à la fin. Enfin, on a en 10 minutes encore. Donc, on va continuer. Et pour effectivement la conclusion, on va faire un tour de table sur, par rapport aux expériences, effectivement, autour du no-code, low-code chez vous. Quel est le meilleur conseil ou meilleure pratique qu'on pourrait emporter? C'est le fameux takeaway, là. Qu'est-ce qu'on doit retenir et qu'est-ce qui a été frappant pour vous? Ou au contraire, quelles sont les choses trappes dans lesquelles il ne faut pas tomber parce que vous avez testé ça, puis vous dites, non, c'est pas, on a été dans une impasse. Donc, quelle est la meilleure chose que vous pourriez nous restituer et si vous avez des choses un peu plus moins positives, n'hésitez pas, parce que l'objectif d'Archilocus, c'est justement ces retours d'expérience entre nous pour échanger, et puis derrière, à travers le Slack, on peut continuer les conversations, et puis nous, ça nous permet, si on veut faire une table ronde 2 sur des sujets particuliers, c'est aussi le moment. Enfin, donc je vais commencer par toi, Christophe. Est-ce Ouais. que si tu as quelque chose de frappant, chose à dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut retenir de votre stratégie et du low-code, no-code chez PFIT? Alors, on va le faire en plusieurs temps. La réponse, la première, c'est que ça a marché, puisque ça a amené PFIT là où il est aujourd'hui. Donc, ça a été quand même hyper intéressant. C'est le gros avantage de la plateforme low-code en général, et pas que à PFIT, c'est la vélocité pour sortir, on va dire, des solutions. Donc, c'est ça qui permet d'aller chercher rapidement des solutions qui peuvent être testées, voire qui peuvent aller jusqu'à l'industrialisation, ce qui est le cas de la solution PFIT aujourd'hui. Donc ça, c'est indéniable. Ça rapproche aussi l'implémentation de la solution des gens du métier en fait qui ont le besoin initial. Donc ça permet d'avoir une meilleure communication et puis une itération plus rapide. Ils peuvent itérer derrière pour améliorer le produit. En takeaway sur les éléments, on va dire limitants, c'est la scalabilité notamment. C'est des trucs. On rajoute une couche, on rajoute de la complexité, on s'abstrait de pas mal de choses. Donc évidemment, ça devient plus lourd à exécuter. De la même manière, faut penser aussi que comme on a des gens qui ne sont pas dans le milieu du développement, il va y avoir des questions comme tout ce qui est sécurité, données privées, etc. ne sont pas forcément prises en considération, qu'il faut les accompagner fortement pour que ça soit pris en charge également, et qu'ils aient ça dans leur esprit, qui n'est pas forcément de leur métier en fait. Voilà à peu près. Et aujourd'hui, du coup, on se pose vraiment la question à chaque fois de est-ce que c'est vraiment la bonne solution ou pas, ou est-ce qu'on va sur un développement plus traditionnel à chaque fois, évidemment. Voilà. Ok. Simon, toi de ton côté, quel est ton meilleur takeaway on repart sous le bras avec quoi comme bonne pratique que tu as mis en place? Ce que je pourrais dire, c'est que déjà, sous un seul et même mot, il y a différentes choses, différents cas d'utilisation, différentes solutions et de plateformes. On voit même rien que là, sur les 3 témoignages, c'est trois environnements et 3 objectifs différents. Donc je pense qu'effectivement, si on veut sauter le pas, il faut vraiment se demander dès le départ pourquoi on va le faire et pour qui on veut le faire. En tout cas, je rejoins Christophe quand il dit que c'est vraiment une façon de rapprocher les gens du métier avec les gens de l'IT. Parce qu'effectivement, je pense que
Nous, ce qu'on voit là, c'est que c'est une solution excellente pour les faire monter en compétences sur des réflexes d'informaticiens. Donc pas uniquement sur le cœur du sujet qu'ils travaillent, mais bien effectivement sur leur faire prendre conscience de comment on délivre, pourquoi il faut tester, ce genre de choses. Et donc derrière, c'est le genre de personnes avec qui on gagne aussi en vélocité sur des projets de code tout court ou des projets, des très gros projets qu'on peut avoir, qu'on envisage dès le départ en mode industrialisé. Voilà, c'est des personnes qui, quelque part, sont déjà acculturées sur les pratiques du développement et donc avec qui c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace de travailler. Alors, moi, je rajouterais, parce que comme on est dans la même entreprise, et effectivement, j'ai rencontré un des utilisateurs qui a développé une application no-code. Je l'ai rencontré dans un entrepôt. Enfin, c'était un logisticien. Donc, on s'attend plus à rencontrer ce genre de personnes derrière celui qui est à la finance, qui fait des macros Excel, ou quelqu'un qui est chef de projet, qui a fait une école de commerce. Et donc là, j'ai été très surpris et j'ai été super content de voir qu'on a pu l'accompagner et que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, parce que quand je suis rentré chez Leroy Merlin, on fait des immersions en magasin, donc là j'ai pu rencontrer cette personne. Elle est sur Bordeaux, donc en plus. Effectivement, je trouve que c'est bien. Enfin, ce que je retiens, c'est que c'est pas limité qu'à des personnes qui sont derrière un bureau. Là, c'est quelqu'un qui soulève des colis et qui déplace des choses et qui s'est dit à un moment, je vais proposer quelque chose, quoi. Parce qu'il y avait effectivement des choses qui étaient faites encore papier, crayon. Il s'est dit, j'aimerais bien que ça soit automatisé. Et donc, il a développé une application mobile. Et donc, ça c'est vraiment le fait qui m'a marqué, si tu veux, par rapport à ça. Et je trouve que on a plein d'irritants partout et on a potentiellement plein de pépites partout, des gens maintenant qui sont déjà dans le monde digital et qui n'ont pas peur de se lancer, et ces plateformes permettent effectivement d'atteindre ce type de personnes. Et, je pense que tu le partages, Simon, en tout cas, mais pour moi c'était une bonne découverte en tout cas. C'était pour ça qu'on l'avait fait, qu'on l'envisageait au départ, et effectivement, on s'est rapidement rendu compte que c'était le cas, quoi. Alors, Dorine, en plus, pour finir, ton meilleur takeaway, et en plus, tu as une question. Donc, oui, j'ai une question. Alors. Équipe centralisée ou équipe éclatée? Eh bien, on est parti sur une équipe centralisée. On l'a pas encore, mais ça ne saurait tarder. Après, sur la partie takeaway, moi, je me faisais une réflexion en interne, dans ma tête pendant que vous parliez. Je me disais qu'en fait, l'IT, on n'a peut-être plus le monopole du digital. C'est peut-être avec l'exemple que tu donnais. Voilà, maintenant, les utilisateurs, ils vont pouvoir réfléchir, peut-être faire des choses avec ces applications. Mais, quand même, la chose qu'il ne faut pas qu'on oublie derrière, surtout en tant qu'architecte, c'est que nous, on a quand même le monopole de la garantie du système d'information, de son architecture. Et donc, il faut qu'on arrive à fournir le cadre, la méthodologie qui va bien pour que ce qui sera conçu via ces plateformes respecte tout ça. Et qu'en plus, c'est pas parce qu'on dit low-code ou no-code qu'en fait, c'est pas du développement. Au contraire, c'est du développement. Et qui dit développement dit méthodologie, alors je vais dire spécification, c'est un vieux mot, mais voilà, user story, tous les mots que vous voudrez autour de l'agilité. Mais voilà, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut pas oublier. C'est pas parce qu'on fait du no-code, low-code qu'on développe pas, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Tu as toutes les problématiques qui viennent avec. C'est-à-dire que comment tu gères tes tests, différents environnements, le versionning, les déploiements. Tout ça, c'est pas parce que tu fais du low-code que tu vas t'en affranchir. Alors, tu peux au début, si tu fais un petit POC, mais dès que tu vas commencer à industrialiser, que ça va être utilisé, tu rentres dans ces problématiques-là, forcément. Mais par contre, c'est la porte ouverte pour faire des POC justement beaucoup plus facilement. Et peut-être par les métiers.
à terme. En tout cas, nous, à minima par nos chefs de projet, peut-être à terme par les métiers. Et en fait, moi, ce que j'espère aussi derrière, c'est que ça soit une nouvelle façon de faire du Shadow IT, mais qui du coup sera plus du Shadow IT. C'est donner des outils pour faire du Shadow IT qui soit plus Shadow en fait. Ouais, tu laisses la liberté, mais après tu les accompagnes quand même avec Mais avec voilà, un cadre. mais il faut les accompagner. En fait, il faut que la plateforme, elle guide pour être déjà dans un cadre by design en fait. Ouais. C'est ça l'idée. Mais après, dès que ça part en prod, tu repars dans les problématiques d'un produit traditionnel, même de l'outil traditionnel quasiment. Dans une expérience précédente, je me souviens effectivement d'avoir discuté avec des gens du métier qui utilisaient des outils SaaS, enfin des styles Zapier, enfin qui permettent des ETL, qui permettent de pomper des données pour pouvoir les réinjecter d'un outil vers un autre. Et derrière, j'avais des conversations avec la personne qui dit ah bah tiens, j'ai développé ça, j'aimerais bien pouvoir le tester, il me faut 2 environnements. Et j'ai vu enfin, sa maturité augmenter au fur et à mesure des discussions parce que il se rapprochait de nos pratiques IT. Parce qu'au départ, ça paraît très simple. Et quand tu es tout seul, tu fais une fois, tu paramètres le truc. Puis ensuite, quand les gens deviennent accros parce que tu as déplacé des données d'un endroit A à un endroit B et que les gens vont regarder l'endroit B tous les jours, à un moment, tu te dis, mais comment je peux monitorer tout ça? Comment je peux tester parce que j'ai fait une nouvelle version? Et là, tu dis, tiens, il commence à avoir le même vocabulaire que nous. Et là, tu commences à expliquer les bonnes pratiques. Et il y a aussi cette découverte de dire, ah oui, on comprend pourquoi on est, enfin, on est un petit peu lent. C'est ce que nous dit tout le temps le métier. Mais d'un autre côté, je pense que c'est effectivement, ça va au-delà des premiers Shadow IT où c'était juste partager une base Access ou un Excel ou des choses comme ça. Enfin, on a tous connu Gérard qui est parti à la retraite et sa macro qui ne Dis tourne pas de mal plus. de mon père, s'il te plaît. Voilà, non, mais bon, alors ou Jean-Michel ou Thierry, mais voilà. Donc, effectivement, ou Laurent bientôt. Ouais. Bon, bientôt, je sais pas. Hein, c'est maintenant. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous avez des choses à ajouter, Simon. Moi, je tiens en tout cas à vous remercier de cette participation. Et puis, si vous voyez des sujets, n'hésitez pas, la table ronde est toujours ouverte. Ah, il y a une question, alors il y a beaucoup de choses. Comme je le comprends, low-code, no-code permettent une meilleure rencontre et collaboration entre les experts traditionnels de l'IT pour la méthodo et toute personne susceptible d'être utilisateur pour une meilleure réponse aux besoins, c'est bien ça? Oui, c'est oui. Une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion, effectivement. Merci d'avoir fait la conclusion de nos interventions. Ok. Merci beaucoup, Simon. à vous. Bonne soirée sur l'île. Merci, Christophe. Merci, Dorine. Et puis, je vais faire la conclusion, effectivement, de ce 8e Archilocus. Et on espère et on sait qu'il y aura un 9e. Et on compte sur vous pour pouvoir nous envoyer des sujets. On a dans l'intention de Rejoignez le Slack. Ouais, tout se passe là-bas. Tout se passe sur le Slack. Où on a l'intention de faire un Archilocus orienté très architecture d'entreprise. Et puis on va le faire avec une autre communauté, une communauté lilloise. Donc ça, on veut faire un Archilocus sur 2 sites en même temps. Donc ça, on aime bien faire suivre la technique pour suivre la technique. Et on peut remercier Christophe qui était à la fois derrière et devant la caméra. Donc merci beaucoup Christophe pour ton aide. Et puis on va remercier l'Epitech qui nous accueille dans ses locaux. On étraîne le nouveau studio. Dorine est très déçue parce qu'ils ont supprimé le canapé. Bon, voilà. Et bon, c'est comme ça. Maintenant, on a comme on disait avec Jean-Michel au départ et Thierry, on est plutôt commentateur de sportifs maintenant. Et donc, on essayait de vous organiser ça pour un prochain Archilocus autour de l'architecture d'entreprise. Donc, une présentation depuis Lille, une présentation depuis Bordeaux et une table ronde mixte. En même temps. On adore ça. On adore les choses et on testera bien sûr 5 minutes avant de démarrer. Merci beaucoup. Bonne soirée et à bientôt.